Donc, merci Amando, merci pour l'invitation aussi au Dominique et l'équipe de Chalon, l'équipe de École Média Arts Fructitor. Donc, oui, pour faire une petite introduction de moi-même, comme Amando a déjà mentionné, au début, j'ai étudié la peinture et la sculpture, mais j'ai devenu donc étudier en Vienne dans les arts médiatiques avec Peter Weibel et Marie-Claude et moi, cette compagnie, on travaille maintenant, ça fait 10 ans, non, ça fait plus, ça fait 14 ans ensemble. Je vais parler en français, même le français, c'est pas ma langue maternelle. Et des fois, peut-être, je vais changer en anglais quand j'arrive à des problèmes pour m'exprimer. Mais j'ai essayé et j'ai quand même du texte pour lire, pour me garder durant pour le français. Donc, juste que vous êtes consciente que des fois, je vais avoir des problèmes avec des mots. Et après, tu continues en allemand. Je peux allemand, ça va être plus facile. L'anglais, ça marche sans problème aussi, mais le français, ça marche, mais un peu avec des mouvements comme ça. Il faut juste réchauffer un peu. Oui, j'espère ça va. Oui. Donc, juste pour finaliser, parce que moi, quand je travaillais dans les arts médiatiques, quand j'ai commencé à étudier, c'était immédiatement les installations, l'espace, mais aussi l'idée pour créer des installations interactives, mais aussi responsives. Et pour moi, c'était toujours un désir, déjà au début, comment on peut intégrer un performeur dans un environnement comme ça, parce que c'est totalement différent. Un corps informé, il se place totalement différent dans une installation interactive comme un spectateur commun. Et ça, c'était toujours un questionnement durant mon pratique. Avant, on a travaillé ensemble, comme Marie-Claude et moi, on a commencé à travailler ensemble. C'était ça un peu la recherche. Comment on peut intégrer un performeur dans un environnement interactif. Alors, je vais faire la même chose que Martin. Je vais dire un petit peu d'où je viens avant qu'on commence à travailler ensemble en 99. Donc, moi, j'étais vraiment dans... J'ai été formée comme danseuse. J'ai dansé avec plusieurs chorégraphes. Et puis, bon, avant que je commence à faire mes propres projets, j'avais déjà beaucoup de questionnements par rapport au monde de la danse, au monde du théâtre, dans lequel il y avait pour moi beaucoup trop de codes établis qu'on ne questionne pas par rapport à l'espace de représentation, beaucoup qui est frontal la plupart du temps. Bon, il y a eu dans les années 60 beaucoup d'expérimentations qui ont été faites pour briser ces codes-là, mais on revient toujours quand même à un certain classicisme, entre autres par rapport au fait que les théâtres sont bâtis comme ça, qu'il y a souvent des contraintes économiques, des contraintes de production qui sont liées aussi à l'économique. Mais donc, ça m'a toujours titillé un peu le côté comment on vit l'espace dans les arts de la scène. L'autre aspect, donc j'étais toujours un peu sans connaître les arts plastiques. Nous, on appelle au Canada les arts visuels, mais ici, c'est les arts plastiques. Donc, sans connaître beaucoup les arts plastiques, j'ai toujours eu une grande attirance pour les arts plastiques. Et il y avait aussi un autre aspect qui m'a toujours intéressé beaucoup à travers ma pratique de danseuse, c'était comprendre le fonctionnement interne du corps et aller au-delà aussi, encore une fois, des codes, parce que en danse contemporaine, en danse classique d'abord, puis en danse contemporaine ensuite, le corps répond à un ensemble de codes qui sont définis par les chorégraphes, qui sont définis aussi par l'histoire de la danse. Moi, j'avais envie de travailler avec le corps comme matière et de comprendre son fonctionnement interne. Donc, j'ai beaucoup étudié des approches corporelles qu'on appelle somatiques, à travers lesquelles on apprend comment le corps fonctionne et comment disons, créer des mouvements, même pour aller jusqu'à la création artistique,
en s'inspirant ou en utilisant le corps d'une façon différente que celle qui a été amenée par la danse classique et la danse contemporaine. Donc, j'ai étudié, après la danse, je suis arrivée à étudier la neurophysiologie de façon assez courte parce que je voulais faire une transition vers le côté plus médical. Mais ce qui m'a amené aux arts, ce qui m'a ramené finalement aux arts, cette transition-là, je ne l'ai finalement pas faite. Je suis revenue aux arts. C'est que j'ai abordé le corps plus comme un système et aussi juste avec l'idée du fonctionnement interne. J'ai commencé à voir le corps avec une analogie avec la machine et avec les systèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup. Et pour revenir à l'idée de la danse plus traditionnelle, si on veut, il y a beaucoup l'aspect de narration, de théâtralité qui est mis de l'avant. Et moi, tout à coup, à travers les systèmes, je découvrais une autre façon de mettre le corps en scène que je trouvais beaucoup plus dans le moment présent, parce que l'idée, c'est de mettre un corps en interaction avec un système et de voir ce qui se passe, et ça devient l'œuvre d'art. Donc, l'œuvre d'art prend forme au moment où elle se passe et elle n'est pas toute planifiée d'avance par un créateur. Donc, j'ai commencé à travailler un peu dans cette direction-là, et c'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés et que les nouveaux médias, les arts interactifs, m'ont interpellée dans cette réflexion sur le corps. Présentement aussi, Marie-Claude et moi, on travaille à Vienne, dans les arts, de l'Université des arts appliqués, dans le département des digital arts, ça c'est les arts numériques en français. Et nous deux, nous sommes en train de développer, ou on essaie à développer une cours pour des artistes qui travaillent avec le real-time media. Ouais. Pardon, tu as dit que tu as étudié avec Peter Weibel, mais peut-être dire deux mots aussi, parce que le département a été fondé par Peter Weibel, non? Le département a été fondé au début par Peter Weibel dans les années 80, quelque chose, 87. C'est un des premiers... C'était le premier département où on a étudié les arts numériques comme une cours dans les universités. C'était le premier, après ça, immédiatement les autres écoles venues, mais c'était le premier en Europe. Il y avait un avant à Buffalo, en États-Unis, mais ça, ici en Europe, c'était le premier département dans l'art numérique. 86, ça a commencé, et 87, j'ai commencé à étudier là-bas. Donc, Conditions Plurielles travaille normalement avec une équipe entre 5 et 10 personnes, et ça dépend toujours les différentes productions. Et nous, on a travaillé au début avec des systèmes de connaissances par caméra, mais immédiatement au début, on a réalisé, spécialement dans la période 99, les systèmes de caméra reconnaissance n'étaient pas assez pour enregistrer les finesses des mouvements. Par exemple, quand on fait un mouvement ici très souple, on ne peut pas traverser ça avec une caméra facilement. Donc, on a commencé au début déjà à développer notre propre système de senseurs wireless, qui maintenant il n'y a plus de problème avec l'avenue de Arduino et d'autres technologies. Ça, c'est des choses qui sont très légères maintenant. Mais dans cette période, on a été obligé pour développer ce système. Nous, on va présenter plusieurs pièces qu'on a faites et après, on peut avoir une petite questions et réponses. Et qu'est-ce que c'est important? Notre travail, ça marche, c'est toujours une entre-deux entre l'installation et la performance. Donc, en confrontant nos pratiques artistiques, nous avons été amenés à fusionner des concepts, des formes et des méthodes de création appartenant à des mondes différents. Intégrer différents aspects de plusieurs disciplines, faire en sorte que les frontières entre les disciplines s'ébrouillent. Donc, par exemple, c'est important pour voir, parce que juste les méthodes de travail, c'est très différent, spécialement dans la performance, les arts médiatiques. Par exemple, quand je travaillais avec Marie-Claude, on a commencé au début
moi, je faisais mon setup et je disais, OK, allez, bouge. Mais Marie-Claude dit, c'est quoi ça bouge? Pourquoi? Mais mettons, quand elle a commencé à bouger, au début, moi, tant elle voulait que je change quelque chose, mais un changement, ça ne se fait pas facilement. Donc, juste cet aspect de différentes disciplines, l'approche, durant ça crée beaucoup de tensions au début. Et qu'est-ce que ça, c'est un aspect d'interdisciplinarité qu'on est obligé pour un peu laisser nos pratiques en arrière pour arriver dans une chemin commune. Et ça, c'était au début le grand défi, les grandes difficultés. Donc, dans nos créations, comme Amanda l'a déjà mentionné, nous changer maintenant aussi des rôles. Et ça, c'est dans le but de reconsidérer les conceptions individuelles et les principes de chacun. Cela facilite grandement l'émergence d'un nouveau langage artistique qui nous en cherchons à partir. Alors, on commence avec la toute première pièce qu'on a créée ensemble, l'installation chorégraphique Shem. Cette installation présente 2 performeurs qui interagissent avec un environnement médiatique, visuel et sonore. Dans Shem, les personnages agissent, mais aussi téléagissent. Le dédoublement de leur personnalité ne laisse pas intact leur sens de la proprioception et leur schème corporel. Alors, le sens de la proprioception, c'est le sens du mouvement, en fait, comment on perçoit notre corps bouger dans l'espace. Ce projet présente 5 séquences gestuelles et médiatiques. Par elles, 5 visions distinctes du corps, du temps et de l'espace sont proposées. Dans la première séquence, on appelait ça le corps fixe, sans tête, dans un environnement virtuel construit. Et ça évoque la dissolution de la présence physique. Ici, les performeuses, elle apporte un système de senseurs sur le membre supérieur qui contrôle la navigation d'images qu'on va voir bientôt, qui est une représentation de l'espace lui-même où la performance passe. Et en avant, il y a aussi plusieurs écrans transparents, on appelle ça le tulle, un tulle, où il y a aussi les projections. Et aussi, elle contrôle le son. Mais c'est sûr, maintenant, ça c'est enregistré avec une caméra. Les fréquences qu'on écoute sont un peu différentes dans l'espace réel. Mais c'était un peu des fréquences très hautes pour créer un certain inconfort dans le spectateur aussi. L'idée, c'était un peu l'idée de cacher la tête. C'était un peu pour attirer l'attention sur le fait que ce personnage est complètement inerte. Hein? J'étais couchée au sol, je bouge sans me déplacer, mais il y a un voyage, une sorte de voyage virtuel qui se passe. Donc, c'est comme si ça se passait dans ma tête. C'était un peu ça le point de départ. Le prochain, on appelait ça « Frontières humaines ». Dans cette section-là, c'est l'idée d'un espace carré. Il y a deux performeurs qui voyagent autour d'un espace carré sans arrêt, un peu comme l'idée d'une vue à vol d'oiseau. Cette scène, ça dure 9 minutes en total. Et j'ai un peu aussi pour l'idée pour extenser, ça va, pour extenser un peu la durée du temps. Et les performeurs ici, ils contrôlent la vitesse et les directions des images vidéo. Et qu'est-ce que c'est important pour savoir ici? Toutes les vidéos, ils se déplacent sur l'espace, mais on a mis comme comment on peut dire, comme des règles de
filmage de cette vidéo, c'est toujours à l'extérieur de l'espace lui-même, mais où ils sont projetés, c'est comme l'extension de cet espace. Et on a toujours filmé des vidéos juste avant la performance commencer. C'était un peu stressant toujours, mais ça c'était un peu le concept. Et on regarde pas qu'est-ce qu'on prend, c'est vraiment la coïncidence, qu'est-ce qu'on prend les vidéos. C'est ça, qu'est-ce que ça se passe au moment jusqu'avant la performance commence. Et c'est dans la direction, c'est-à-dire ce qu'on voit. En arrière, c'est en arrière ça. Et ça, dans parce que cette pièce, on a présenté dans plusieurs places, dans chaque pièce, c'était toujours différent et on a nommé avant les places où on va shooter, où on va filmer, tourner le matériel. Et donc l'image se déplace, ça veut dire que aussi les vidéoprojecteurs peuvent ça bouger. Donc c'est les performeurs qui orientent où les projecteurs vont. Les performeurs, ils n'ont pas totalement orienté, mais il a juste déclenché une nouvelle position. Mais ça, c'était un peu accidentel parce qu'on ne voulait pas faire toujours que ça repasse toujours dans le même temps. Il avait une certaine algorithme qui faisait une certaine coïncidentialité, comme on a fait aussi notre enregistrement des images. Donc, en fait, l'image, c'est comme un trou dans le mur. Exactement, oui. Excusez-moi, quand vous récupérez les images, c'est une coïncidence ou un hasard du coup, parce que du coup, vous prenez les images juste avant la performance. Comme 4 heures avant la performance, parce que j'ai besoin d'avoir quand même le temps pour... Est-ce que les moments de danse sont des chorégraphies ou est-ce qu'elles sont à chaque fois une nouvelle danse, une nouvelle improvisation? Est-ce que la danse est chorégraphiée? La danse est chorégraphiée. Dans cette pièce-là, la danse était relativement chorégraphiée, assez chorégraphiée. C'est sûr que il y a des passages d'improvisation, mais il y avait pas nécessairement, on changeait pas nécessairement ce qu'on faisait en fonction de ce qui se passait dans l'image. Mais par contre, parce que vous l'avez fait plusieurs fois, du coup. Oui. Est-ce que vous n'avez pas appris un système, est-ce que le système de hasard ou de prise de vue comme ça, un peu genre sur le vif, vous influence pas, connaissant la chorégraphie, en ayant déjà fait des choses, est-ce que ça va pas quand même vous influencer? Il n'y a pas des images qui vont tout de suite vous dire, tiens, ça, il faut que je filme, parce que ça pourrait rendre quelque chose. Regarde, la question c'est, tu prends ton caméra et tu mets, et le moment que tu mets, c'est sûr, par exemple, en Brésil, j'avais dans la place, il y avait des pigeons. C'est quoi des pigeons? Des pigeons. Et donc, c'est sûr, normalement, par exemple, là, j'ai décidé de bouger mon position un peu pour avoir les pigeons. Donc, il y avait une certaine sélection, mais j'essayais quand même toujours rester, parce qu'on a pensé, on conçoit ça conceptuel, le schéma, les pièces totales, avec les autres choses qu'on va me présenter aussi. C'était toujours, le concept, c'était on voulait que l'espace où on présente, il nous donne l'information aussi, il devient performant et partie de notre pièce. Ça signifie que toutes les images sont juste construites avec les espaces. Vous allez voir aussi d'autres représentations 3D. Et l'espace à l'extérieur avec les vidéos et les personnes qui circulent. Et donc, on a essayé toujours... et le son aussi. Il y avait à Munich, il y avait de la pluie, par exemple, c'était très beau. Dans cette journée, mais le prochain jour, il y avait de pluie. Dans le son, il n'y avait pas de pluie. Donc, on l'a changé toujours, ça a changé toujours un peu Oui, c'était la folie. C'était un travail incroyable. On a présenté ça dans 15 différents lieux et après ça, parce que c'était... parce qu'il y a du 3D aussi, vous allez voir dans les prochaines scènes, il y a du 3D, donc... Et on transportait la tour avec nous, l'ordinateur avec nous, dans l'avion. À l'époque, c'était possible. Non, et des fois, moi, j'arrivais quelques jours avant, 2 jours avant, pour faire les images 3D, pour faire les textures et tout ça. Mais dans quelques places, ce n'était pas possible. Par exemple, en Brésil, on ne pouvait pas arriver avant. On a dû faire tout ça dans la nuit avant le spectacle. Donc, c'était un peu... Mais c'était le concept, et on a suivi ces concepts, mais après 15 spectacles, on a décidé, on arrête avec ce concept. Donc, la prochaine séquence, 6 mois, ça s'appelle les 6 mois, connecté à un espace illusoire projeté, présente 2 danseuses qui font une incorporation d'un corps par un autre. Et ça, c'est un peu une métaphore de l'abolition des distances.
Abolition des distances. L'abolition de la distance. Ouais, juste switcher un peu. Pas grave. Ici, chaque performer contrôle un espace 3D. Et ici, maintenant, les mouvements des projets sont connectés au mouvement des danseurs, mais avec le filtrage, parce que tu ne peux pas connecter ça en direct, parce que quand le projecteur va bouger comme une folie, donc il a une certaine low pass qu'on a mettre d'autres filtres pour être sûr qu'il s'est passé. Et important, nous, on a développé avec ce projet aussi un système de mapping à l'intérieur du Max, avec un programmeur, parce que Max n'était pas capable de faire tout, parce que nous, on a développé comme une certaine mapping non linéaire, qui les choses s'influencent tout le temps. Ils sont interreliés. Tout ça, c'est de la 3D. Oui, Ça, c'était dans une galerie, et donc c'est des images de la galerie, mais il fallait les organiser sur place, en fait. Moi, je les connaissais, mais je pensais que ça, c'était que tu avais filmé dedans, en fait. Non. Ah, mais c'est du rendu... Non, c'est des textures, et le modèle, et maintenant, c'est en réel temps, le modèle, on navigue dans le modèle. Qu'est-ce qui est important aussi? Le son, c'est en temps réel, et les frottements et les bougements qu'on entend, c'est vraiment le frottement des deux corps ensemble. Parce que les deux, il apporte aussi un microphone, j'oublie à dire, il apporte un microphone et un système de senseur avec des accéléromètres 2 axes. 2 axes. Je peux peut-être faire ça. Allez-y. OK. Donc, il y avait une des choses qui nous intéresse aussi, c'était l'idée que la technologie, c'est comme une extension du corps, de laquelle, qui peut nous aider à faire quelque chose, mais en même temps de laquelle on peut être dépendant. Et d'entrevoir ça comme une prothèse, en fait. Et donc, moi, j'ai fait une exploration déjà à cette époque-là avec différentes formes de prothèses analogues, en fait. Et j'ai travaillé, entre autres, avec des je ne sais pas comment vous appelez ça ici, des béquilles? Des béquilles, oui. Donc, dans la prochaine séquence, c'est ça que vous allez voir. Les bras sont rallongés par les béquilles qui se rallongent ensuite dans l'espace virtuel. Donc ça, c'était 2001. Ça a commencé en 2000 et on a continué à tourner ça jusqu'à 2002. Après, on avait un Chem 1, c'était comme on a présenté ça à la ménagerie, des places comme ça. Et le Chem 2, c'était un peu déjà avancé avec le système, avec la technologie. Donc, c'était une période entre 2000 et 2002. Ici aussi, il y a une interrelation avec le son et l'image. Donc, le déclenchement, c'est qui crée le feedback dans l'image. Mais aussi, en même temps que ça se passe maintenant, toujours quand les béquilles ils viennent ensemble, le son va être enregistré pour la scène prochaine, pour la prochaine scène qui vient après. Et celui-là maintenant, tu veux dire quelque Déjà? chose? Oui. Alors, dans cette scène-là, c'est la même séquence chorégraphique sans les béquilles. Alors, le travail, c'était d'essayer de retrouver dans le corps les mêmes suspensions, les mêmes appuis sans avoir les appuis. Une présence de l'invisible un peu. Oui, c'est ça. On parlait de présence de l'invisible. Et les mouvements des bras déclenchent les sons des béquilles de la scène d'avant. On peut dire peut-être l'anecdote. Oui, c'est ça. Okay. Non, oui, parce que quand on parle d'interactif et real-time, et les sons qui déclenchent un enregistrement des sons. À Rome, on a fait une présentation et les spectateurs, après chaque scène, ils en faisaient comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça passait après dans cette scène? Tout d'accord. Non, le mouvement de Marie-Claude déclenchait l'applaudissement. Ça, c'était très drôle. Et après cette scène, il a arrêté d'applaudir. Mais ça, pour nous, c'était une expérience très, très spéciale parce qu'on n'a jamais pensé que quelque chose comme ça peut passer. Donc ici, c'est un peu le diagramme de setup de Chem. Bon, parce qu'on est quand même en 2002.
Donc, vous voyez au centre, c'est un ordinateur, oui, c'est un iBook, mais ça peut être aussi un autre ordinateur, mais c'était le iBook. Il avait le logiciel de la Matrix qui contrôlait toutes les scènes, où on faisait le mapping, etc. Et donc, on avait ça contrôlait toutes les machines aussi, comme un mixer vidéo, un switcher vidéo qui changeait différentes caméras, parce qu'on a travaillé avec des caméras enregistrement réel pour une autre scène aussi. Il a contrôlé le shutter du projecteur. Il contrôlait aussi la lumière, le mouvement des deux projecteurs et un miroir qui est aussi présenté en face d'un projecteur parce qu'on a travaillé avec 3 projets. Donc, aussi, on avait, c'est celui-là, le son. Via MIDI, le sensor box à haut, vous voyez les deux performants, il avait des microphones, mais aussi il a apporté des systèmes de senseurs. Et ça, c'était tout connecté via MIDI, in and out, sur le iBook, et ça marchait dans 2 ordinateurs, c'était un PC et une Silicon Graphics. C'est une ancienne machine qui, peut-être, vous ne connaissez plus, mais vous, je suis sûr, vous connaissez. Mais vous connaissez, nous, on les connaît, mais je pense les générations après, ils sont disparaissent maintenant. Ça, c'est les premières machines, on pouvait faire le 3D en temps réel un peu. Là. Ils connaissent Léonard de Vinci, quand même. Ah oui, vous avez encore ici. Hein? Bon. Et donc, ça, c'est juste pour montrer un peu le setup du système. Le prochain projet, entre deux, c'est basé sur 2 installations que j'ai faites avant à Ars Electronica et Automne, Steirischer Herbst, je ne peux pas expliquer, dans un autre festival en Graz, en Autriche. L'automne styrien. Non, mais oui. C'est un festival en Autriche. Donc, ça, c'est une pièce, c'est un peu le dispositif, c'est une partie de cette dispositif, de mes installations sont partie de cette pièce, et c'est une pièce qui est site-spécifique, ça, est-ce qu'il est... In situ. In situ. On voit un peu et on va expliquer durant. Donc ça, c'était la première version. Ça, c'était à l'extérieur de Montréal. Le public était apporté avec un taxi. Il ne savait pas qu'est-ce que ça va passer. Avec un taxi sur un entrepôt à l'extérieur. Et quelqu'un apporte la personne à la porte. Il apporte eux dans un entrepôt. Et on ferme la porte. La performance, ça durait 10 minutes. Donc, c'est une performance pour un seul spectateur à la fois pendant 10 minutes. La personne reste pendant 10 minutes à l'intérieur. Je laisse regarder. Oui, oui, parce que ça explique. Ça, c'est l'autre côté. C'est comme backstage. C'était un autre cubicule, un autre entrepôt, exactement pareil comme celui dans lequel était le spectateur, mais à un autre endroit, parce que en Amérique, je ne sais pas si vous avez ça ici, c'est des petits entrepôts qu'on peut louer. Oui, vous avez ça sur le bord du highway, là. Ça s'appelle une pièce en plus. Oui, c'est ça. Et donc, important, c'est écrit ça, c'est important, la performance développe vraiment une relation, les actions du spectateur. Et qu'est-ce que c'est important? Parce que l'écran, il y a une projection en arrière, il y a 2 lumières qui croisent dans l'espace qui fait une négation de l'image. Et quand je rentre dans l'espace, je fais deux ombres et je révèle l'autre espace à l'intérieur. Et les 2 performants, eux, dans cette version, ils ont 3 caméras. Ils pouvaient contrôler le changement des caméras, des différents positionnements de leur espace. Et eux, les performants, ils voient juste qu'est-ce que les spectateurs voient, l'écran, parce qu'on a filmé l'écran en arrière. Il transmet cette image pour les performants. Donc, on avait juste pour développer notre performance et travailler sur la communication qu'on établit avec le spectateur, on avait simplement un moniteur où on voyait exactement le carré blanc, en fait. On voyait le carré blanc, les 2 ombres, et on se voyait à l'intérieur. Donc, on ne voyait pas le spectateur lui-même, on voyait son ombre seulement. Et maintenant, vous voyez plusieurs différents spectateurs, quelques extraits. Et là, il n'y a pas du tout d'informatique. Non, il a pas du tout informatique. On a essayé une fois avec une tracking avec les sons dans une autre version, mais c'était pas nécessaire à la fin.
on a resté vraiment video live. Non, parce que ça va me faire poser des questions à la fin, parce que ça m'intéresse. Et ça, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ça, c'est une version déjà plus élaborée en 2005. C'était les pré-voitures pour le Impact Experimental Media and Performing Arts Center à Troyes, qui est un nouveau centre. Maintenant, c'est ouvert c'est à 5-6 ans. Et là, on a fait ça dans les trailers, des home trailers, des grands trailers. On a monté 2 grands trailers, un de 20 mètres et l'autre de 10 mètres. Et on a resté dedans 5 jours, chaque jour 10 heures, 3 performants, et moi et Marie-Claude qui faisaient les dirigeants. Et les spectateurs, il a booké un rendez-vous. Ils sont venus sur un chemin avec une golf cart. Avec un petit wagon de golf. Et ils ne savaient pas qu'est-ce que ça se passe. Ils savaient juste qu'ils rentrent dedans. Mais vous voyez qu'est-ce que c'est très intéressant. On est arrivé à la fin, on avait des personnes qui vraiment enlevaient les vêtements dedans. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi des scènes ici dedans. Alors, on avait une sorte de... il y avait comme une sorte de lounge, de salon où ils devaient venir. Ils se présentaient à leur rendez-vous. On les amenait dans une petite voiture de golf jusqu'au trailer. Trailer, c'est caravane. Oui, des grands caravanes. C'est comme un mobil-home. Vous appelez ça un mobil-home, non? Ouais. Et ça, on a travaillé avec plus de... par exemple, là, il avait une perruque et des choses comme ça. Ça, on a utilisé plus un peu des caractères David Lynch. On a essayé un peu de faire des caractères étranges. Les performants incarnaient un peu avec des costumes, plus qu'il y a dans l'autre version, il avait un costume plus neutre. Interaction totale. Mais ici, sont plus les co-performants. Ici, c'est vraiment une régie vidéo qui j'ai changé un peu les caméras et les positions des caméras. Il y a 2 salles aussi. Hein? On va le voir après. Ouais. Ah, tu l'as dit? Ouais. Ça, c'est pour un autre point de vue de caméra. Alors, après chaque performance, on venait ouvrir la porte après 10 minutes et puis on offrait aux spectateurs de nous donner ses impressions dans un livre. Et on a eu des trucs assez hallucinants parce que, bon, il y a des gens, entre autres, c'est arrivé quelques fois. Ça, c'est une performance qu'on a faite à plusieurs endroits. Et on était toujours étonnés parce que ça coûte assez cher à monter, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le voir. Donc, mais c'était quelque chose qui intéressait beaucoup. On l'a fait au Japon, entre autres, aussi. Moi, j'ai même essayé de l'inviter dans un festival de danse et nouvelles technologies en Tunisie, à faire dans des containers devant le théâtre de l'Opéra de Tunis. Ça va marcher. Mais on a fait aussi dans les containers. On est presque allé 2 semaines avant, ça a été annulé. Mais il y avait... ce qui revenait beaucoup, c'est que parce qu'en fait, chaque personne... quand vous avez posé la question tout à l'heure par rapport, est-ce qu'on changeait ce qu'on faisait en fonction de ce qui se passait au niveau média, dans ce cas-ci, c'était extrême, dans le sens que si la personne... le spectacle, on disait, le corps de la personne devient le théâtre. Et ses actions... C'est les actions de la personne qui font en sorte qu'il va se passer quelque chose ou non. Et puis, on a eu peut-être à 3-4 reprises quelqu'un qui s'assoit. Faisait rien. Et pendant 10 minutes, reste assis, l'écran est blanc, puis on ouvre la porte au bout de 10 minutes, il ne s'est absolument rien passé. Et la personne sort. Ça, c'était un jeu de caméra avec le deuxième espace. Et Martin avait collé le haut du premier espace avec le bas du deuxième. C'est sûr qu'est-ce que c'était intéressant pour nous dans ce projet qui, dans chaque pays, on a présenté ça, on avait vraiment des réactions différentes. Par exemple, en Allemagne, à Potsdam, c'était tout un peu plus straight. Hein? Vous arrivez à en déduire
même s'ils sont enfermés dans un conteneur, ils ont quand même ce sentiment, ils savent qu'ils sont regardés vu que les gens réagissent dans l'image. Vous avez pu peut-être, comme tu disais, par rapport à l'Allemagne, où c'était plus de dresser un peu des portraits par rapport à là où vous êtes allé, quoi. Tout à fait, tout à fait. On ne l'a pas fait de façon systématique, mais ça serait intéressant de le faire. C'était très différent d'une culture à l'autre. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est intéressant parce que... mais oui, on a du temps, on peut. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est très intéressant? Chaque performant, il a développé leur propre rapport avec les spectateurs. Et c'était drôle. Par exemple, en États-Unis, parce qu'on avait vraiment 12 heures par jour, c'était... 10. Mais on a... 10 heures par jour, oui. On était... pour 5 jours, c'était... Ouais. Ouais. Oui. On était vraiment... On a vu la personne rentrer, juste l'ombre, et on sentait comment la personne commence à réagir. Par exemple, un des performants lino, on s'appelle ça, on fait le lino, et elle faisait, dans une certaine période de temps, elle faisait un mouvement comme ça, et ça faisait bouger la personne plus proche. Et l'autre performant, il faisait d'autres mouvements, par exemple Guy, lui avec les perruques, il faisait quelques mouvements, pas toujours, mais 60-70% du temps, les personnes réagissent un peu, ils pouvaient vraiment contrôler le mouvement, et c'était très intéressant pour nous, parce qu'on était surpris de cette c'est sûr, avec une certaine période du temps, tu arrives dans un état bizarre aussi, lui-même dans la performance, une performance durée, mais cet aspect, c'était très intéressant. C'était les mêmes performeurs 10 heures par jour? Oui, mais il avait toujours 2, et un, il avait toujours une pause. Donc, c'est en 3. Pour 2 heures, 3 heures, il changeait. Un, il avait une pause pour rester, et 2 faisaient Mais toujours. 10 heures, c'était un peu trop. Oui, on ne l'a pas refait le 10 heures. Non, 6 ou 7, La max, ça va, mais c'était normal, le toujours 10, 6 heures. Mais celle-là, c'était le plus extrême. Mais C'est déjà pas mal, hein, 6 heures. on a testé nos limites un peu avec ça. Là. donc, Mirurama. Oui, alors, Miryurama, je vais juste dire, Miryurama, qu'est-ce que c'est? La signification originale de Miryurama, au 19e siècle, un ensemble de cartes illustrées que les enfants pouvaient agencer et réagencer pour créer de nouvelles images. Le nom était aussi utilisé pour nommer des spectacles qui présentaient une séquence d'effets visuels impressionnants pour divertir et informer le public. Le mot Miryurama a été inventé pour nommer le phénomène constitué par une myriade d'images sur le principe du panorama, diorama, cosmorama et autres nouveautés de l'époque. Ceux-ci faisaient tous partie d'un élan d'intérêt généralisé pour la visualisation de paysages de façon panoramique et pour de nouvelles manières de présenter des scènes spectaculaires. Donc, Miryurama est une performance qui se passe en même temps dans la rue et dans un théâtre. Inspiré d'une nouvelle d'Italo Calvino, Un re in ascolto, un roi à l'écoute, le projet Miryurama place le public en quelque sorte prisonnier d'une tente transparente autour de laquelle un danseur circule. Au même moment, dans la rue, un promeneur, un performeur, envoie via un cellulaire des messages textes, via SMS, décrivant ses impressions sur les odeurs, les ambiances et la géographie des lieux le long de son parcours. Le contenu de ces messages est ensuite intégré à une cartographie indiquant la position du promeneur, transmise par le GPS, et qui est projetée sur la tente. Les projections sont finalement manipulées et transformées en temps réel via un système de senseurs, le même système qu'on utilise toujours, par le mouvement du danseur qui évolue autour de la tente. C'est ainsi que le danseur tente de surveiller, manipuler et dominer son environnement comme le roi dans la nouvelle d'Italo Calvino. Ici, c'est maintenant vue de l'extérieur. Ça, c'était à Helsinki parce qu'on ne pouvait pas filmer à l'intérieur de la tente. On ne voulait pas briser l'expérience pour les spectateurs. Donc, on voit vraiment, on n'est pas à l'intérieur, on voit vraiment à l'extérieur. Tu respectes pas toujours. Oui, je sais. Désolé. Donc, il a fait comme aussi, il a réorganisé les mots qu'il a envoyés.
Il a changé la navigation de cette cartographie GPS aussi un peu. Mais ça, c'était sur une projection. L'autre restait toujours fixe avec les nouvelles dates. Et ça, c'était une tente-étude. Ça, c'était les spectateurs étaient vraiment plongés dans une myriade des images. C'est plus des images du texte, des textes et des graphiques. Hein. Mais ça fait comme une architecture de texte. Oui. Ils sont intérieurs parce que c'est une tuile et ça sont 3 projections qui viennent à cette tension. Ils sont vraiment plongés dans une baigne des sons. Ici, on avait utilisé le plateau parce que c'était une grande salle à l'italienne, puis on avait assis les spectateurs sur le plateau avec la tente autour. 35. Oui, ils sont à l'intérieur. On ne voit pas les spectateurs Mais qui on sont pouvait à pas l'intérieur filmer, d'une tente. on ne voulait pas filmer à l'intérieur, on ne voulait pas briser l'esprit de... Oui. Et à la fin, le promeneur qui est à l'extérieur, il arrive au théâtre à la fin du spectacle. Il fait un chemin sur le théâtre. Ça, c'était une pièce... En fait, on a été invité par un groupe anglais qui s'appelle Ambient TV, qui nous ont invités à collaborer avec eux sur ce projet-là, qu'on a présenté à Londres et en Finlande. C'est ça, à Londres et en Finlande. Ça, c'est des images de Londres de l'intérieur maintenant qu'on voit. Donc, je vais aller au recombinant. Mm-hmm. Tu peux. Donc, la prochaine pièce, c'est Recombinant. C'était une coproduction avec le Banff Center au Canada et le 7KM en Allemagne. Donc, Recombinant est une œuvre sur les thèmes contradictoires de la fragmentation et de la connectivité. Elle mêle art conceptuel, improvisation et composition, texture et structure. Dans cette installation, un artiste visuel, un artiste sonore, un éclairagiste et 2 performeurs qui portent des capteurs de mouvement encore, performent et improvisent durant 50 minutes au milieu d'une centaine de spectateurs. La pièce repose sur un ensemble de paramètres et de règles visant à engendrer un environnement interactif. Oui, c'est Catherine. Ouais. Les spectateurs entrent dans un lieu ouvert où ils peuvent circuler librement, tels les visiteurs d'une installation. Les performeurs sont déjà en interaction avec les images et les sons. Leurs mouvements et leurs voix révèlent et transforment l'invisible en visible. Leur corps est démembré, disloqué. Leur identité est transgressée. Leurs mémoires sont effacées. Alors, l'idée, c'était qu'on voulait vraiment que l'espace total du plateau devienne comme une sorte de gros corps, morcelé ou recombiné de différentes façons. Donc, je ne sais pas si tu veux parler des écrans ou... Ça vient maintenant. Oui. Voilà, ça, c'est 4 écrans qui bougent. Ils sont des fois opaques, des fois... transparente. Il y a aussi une forme de projection à l'intérieur. Et en manipulant ces 4 surfaces de projection mobiles, courbes et angulaires, opaques et translucides, les performeurs reconfigurent sans cesse l'espace de jeu. Ces manipulations révèlent un ensemble de constructions architecturales changeantes qui appellent les spectateurs à se déplacer toujours. Chemin faisant, les spectateurs découvrent les antichambres virtuelles où les présents, les passés, les réels et les imaginaires sont confondus. Ils accèdent
ainsi à une multiplicité de points de vue parce qu'il avait la possibilité pour définir où je vais mettre, à l'intérieur ou à l'extérieur des écrans. Et des couches d'images et des sons. Les corps des performeurs deviennent multiples. Ils se reflètent dans des extensions mécaniques, mais aussi médiatiques. Ils forment un réseau, une sorte de machine vivante dépassant ses propres limites et ayant des résonances dans d'autres lieux. Ils sont confrontés avec leur double. Ils deviennent les pivots d'une machine à organiser le temps et participent à la mise en place d'un système autopoétique. Ça, c'est maintenant une vue à l'extérieur d'un écran. Peux-tu expliquer la robotcam? Non. Ça, c'était au Zedgame. Ça, c'était maintenant à l'Agora. Celui-là. On l'a fait aussi au Zedgame, mais ça, c'est À Montréal. Oui. Où ça? Après. OK. OK. La prochaine. Avec la trilogie de Puppet et Passages, ça, c'est 3 autres pièces. On va montrer seulement des extraits d'une des 3. Nous nous sommes lancés dans une exploration encore plus approfondie de la relation public, performeur et environnement. Toutes les 3 dans une même mouvance, ces projets sont des performances et installations où l'activation de senseurs distribués sur le costume des performeurs et dans l'installation donne aux visiteurs accès à un environnement médiatique. Les notions de proximité et de toucher et la relation entre l'espace public et privé font partie des enjeux centraux. Tour à tour, visiteurs d'une installation et spectateurs d'une performance, les spectateurs ont la possibilité d'influencer le déroulement des événements pendant les 3 ou 4 heures de présentation. Le format de ces 3 pièces constitue un hybride oscillant entre la performance et l'installation. Ton passage est la partie solo de cette trilogie. Et ici, c'est en offrant le corps d'une performance et son environnement comme terrain d'exploration. Nous questionnons la notion d'échange et des frontières entre les êtres et leur environnement. Durant les heures d'ouverture d'installation, environ 4 heures chaque fois, la performance est posée à l'intérieur d'un théâtre ou d'une galerie. Et il y a toujours un maximum de jauge de salle. Dans cette version, c'était comme, je crois, 45 personnes maximum qui pouvaient circuler durant les 4 heures, mais il y a toujours des personnes qui rentrent et sortent. dont les visiteurs pénètrent dans un espace intime où il se trouve en tête-à-tête avec elle et d'où il peut entrer et sortir à sa guise. La pièce comporte une scénographie faite de différentes surfaces de projection et d'objets manipulables par le visiteur. La disposition de l'espace crée une atmosphère vivante et englobante.
Des projections mobiles défilent sur l'architecture de l'installation. Le visiteur y distingue des formes animées, figuratives et non figuratives se transformant sous ses yeux. Armando, il a travaillé avec nous sur cette pièce aussi. Par exemple, cet objet, c'était créé un peu avec les idées pour vraiment impliquer le spectateur aussi très physique. Donc, il pouvait mettre la main dans ce trou, mais aussi bouger en avant. Il avait des senseurs de touche et des senseurs de slide, je ne sais pas, une linéaromètre, des slides, pour bouger et contrôler. Donc, quand ça signifie que le spectateur vient dans une situation un peu inconfortable, qui est vraiment comme ça et comme ça pour contrôler tout. C'est un peu, on a développé un peu les idées avec les objets pour créer vraiment une situation performative aussi avec les performeurs. Les spectateurs. Les spectateurs, merci. Donc, la perfumeuse est munie d'un costume interactif comporte plusieurs senseurs réagissent à la proximité, au toucher et à la pression. En s'approchant ou en s'éloignant d'elle et même en touchant des parties spécifiques de son costume interactif, le spectateur déclenche des éléments de l'environnement médiatique qui influencent à leur tour sa gestuelle. Par le biais de son costume interactif, la performeuse devient comme une interface. En puisant dans une banque de séquences chorégraphiques et de comportements préalablement définis, elle alterne entre des états performatifs très différents les uns des autres. En jouant avec les contrastes entre sollicitation et retrait, Passage traite de ludisme et de disponibilité mutuelle. Au cœur de cette articulation artistique, on retrouve la relation entre les visiteurs et les dispositifs artistiques, la qualité d'écoute et l'interaction sociale. Le public est invité à visiter un environnement immersif et à vivre des expériences ludiques et inusitées, constamment renouvelées d'une représentation à l'une autre. La capacité d'écoute et d'observation des spectateurs, tout comme leur capacité à communiquer et collaborer avec d'autres visiteurs et avec les performeurs, sont les ingrédients déterminants de cette œuvre. Cette pièce est une hybride entre performance et installation et incite à la participation, suscite la socialisation et la collaboration entre les participants et surtout tente de provoquer un questionnement sur le sens de la responsabilité artistique du spectateur. Est-ce que c'est important aussi pour comprendre le costume? C'est vraiment un costume un peu comme une corsette, un corsage, pour un symbole très, très lourd. Hein? Mais aussi, on a mis par exprès, on a mis tous les senseurs à l'extérieur. On ne voulait pas faire comme des variables qui cachent les senseurs et on touche. L'idée, c'était comme... les costumes, c'est comme un manuel. Immédiatement, on comprend, c'est un manuel d'instruction. Ça signifie qu'on voit les senseurs, il n'y a rien d'autre, il y a un bouton qui bouge. Donc, on n'arrive pas à essayer de découvrir. C'est vraiment pour créer aussi une certaine situation inconfortable, parce que bientôt dans la vidéo, on va voir, il y a des moments où la danseuse, par exemple, elle est vraiment couchée, elle respire comme ça, mais on voit les personnes, ils viennent parce qu'il a des images beaux et tout ça, il fait comme ça, mais toujours il y a un moment qui le spectateur il arrive, ah mais c'est un corps humain que je touche, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on voulait vraiment créer toujours des situations un peu ambiguës. En plus, vous ne les connaissez pas, mais tous les gens qui sont dans les photos, c'est des experts ou des artistes numériques que je connais. Toi, tu es aussi là-dedans. Moi j'y étais aussi, mais ça, non, mais je ne dis pas pour ça, mais vous les connaissez. Oui. Parce que c'est... Oui. Une historienne d'art. Parce que c'était l'ouverture du festival Ben Numérique. Et ça aussi, vraiment les installations de conditions plurielles, vraiment, à chaque fois, travaillent sur l'interaction sociale, le rapport à un lieu très fortement. Là, je me souviens que moi, j'étais artiste associé dans ce théâtre, donc on arrive à faire inviter le passage de cette pièce. Et au Québec, le premier geste que tout le monde fait quand on va chez quelqu'un, c'est d'enlever les chaussures. Parce qu'il y a beaucoup de neige, etc. Donc il y a des racks de chaussures à l'entrée des maisons, des chaussons prêts pour tout le monde.
Donc pour eux, il y a un sol blanc dans cette installation. Donc pour eux, c'était clair que tout le monde allait enlever les chaussures. En France. Non, mais en France, personne ne va enlever les chaussures. Ils vont préférer salir les écrans, le blanc par terre, etc., plutôt que d'enlever les chaussures. Surtout en Vienne-les-Bains, une ville bourge de droite, où il y a un casino et un hippodrome. Elle prend aussi des fois des spectateurs pour faire quelque chose, pour les activer. Et donc, il a toujours un état, des fois, un état où il danse et où il est en communication avec les publics. Peut-être on va passer à travers de ça, pas trop, parce que ça prend peut-être longtemps. Bon, ça c'est une setup technique pour qu'est-ce qu'on peut parler comme stage-based interaction. Donc c'est quoi une interaction sur le stage. Et donc ça c'est, on voit plus un peu au milieu, on voit la scène du plateau, les scènes, les cues qui suivent les affaires et le mapping. Et à l'extérieur, vous voyez les différentes possibilités pour capturer les signaux. Ça, c'est des caméras, des senseurs et des microphones qui produisent du son, produisent aussi les caméras produisent des images, mais produisent aussi des données pour faire une analyse de vidéo, une filtering, une scaling, une audio analysis. Est-ce que ça va que je reste un peu dans les mots anglais ou ça va être tout? Oui, Audio analysis, on connaît. C'est vrai que j'aurais dû dire, parce que censeur en français de France, on dit... Capteur. Capteur, parce que moi je dis toujours censeur. Donc. Je pense que ça c'était clair. J'espère. Donc là, c'est quelques protocoles, Open Sound Control, MIDI Common Client ou le TCP. Ça, c'est des protocoles communs qu'on utilise pour transférer ou donner les données pour les autres ordinateurs. Et ça arrive dans les projections, contrôle le light et le son. Donc, il y a d'autres informations, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que vous avez ça dans vos classes, anyway, j'imagine. Donc, on fait pas du scripting mail, mais... Oui, ça, le scripting. À partir de 2010, on a commencé à consacrer une bonne partie de nos recherches sur les environnements immersifs et génératifs. Intérieur est une performance multisensorielle spécifiquement conçue et développée pour un environnement domique avec des projections vidéo et de la spatialisation sonore à 360 degrés. Le point de départ du projet est d'exploiter le thème de l'empathie sensorielle, la faculté de ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, ce dont il fait l'expérience. Donc, ce spectacle est une commande pour l'inauguration de la Satosphère. Ça, c'est un nouveau théâtre immersif de la Société des arts technologiques à Montréal. Ça, c'est équipé avec un dispositif immersif qui est une technologie dédiée juste à la création artistique. Et pour le moment, on peut dire que c'est le plus sophistiqué au monde. La société a travaillé quelques années pour développer ce système. Parce que vous connaissez peut-être des dômes, il y a des dômes partout, mais la majorité, pour le moment, jusqu'avant ce théâtre est ouvert, il avait la création, il avait vraiment très peu de création artistique parce que c'est vraiment, la machine est très lourde pour produire, mais aussi il n'y a pas de moyens pour faire ça, mais aussi il n'avait pas d'intérêt des producteurs qui fournissent ces salles parce que ça c'est plus pour la éducation et entertainment, ou comme l'ancien, les planétariums des voyages dans les étoiles. Donc c'est un environnement, juste pour expliquer un peu combien de projections... Oui, déjà je voulais dire, oui. Ça c'est parce que cette tombe-là à Montréal, c'est une hauteur de 15 mètres et une largeur de 18 mètres. C'est fourni avec 8 projecteurs vidéo, avec chacun 5 lumens, quelque chose comme ça.
et 157 hautes pâleurs, très canal. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment créer des situations sonores très, très, très spécifiques avec 32 différentes matrices sur le dôme, toutes employées, c'est ça on dit? Employées par tout l'espace. Donc les lumières qu'on voit, c'est des... Ils sont des projets et aussi, on peut mettre des lumières pour la scène parce que c'est la surface de cette dôme, c'est une aluminium transparente. Ça signifie qu'on peut mettre en arrière des lumières et les projets ils sortent aussi. Donc, qu'est-ce que vous voyez quelques sont des projets et quelques sont, par exemple, à gauche, ça c'est une lumière pour éclairer la scène. Et qui est hors du dôme. Non, il y a une autre couche dans le dôme. Il y a un dôme, il y a une certaine couche, une autre couche dessus où on met aussi tout l'équipement. Mais c'est sûr qu'au niveau des lumières de scène, c'est pas... faut travailler avec quelque chose de très réduit. 4 ou 8 lumières maximum. C'est ça. On ne peut pas faire des montages d'éclairage comme dans un théâtre parce que c'est juste impossible. Il n'y a aucun accrochage. Exactement. Donc, il faut se composer avec ça. Par contre, c'est vraiment le seul endroit au monde où on peut faire un spectacle dans un dôme. Puis c'est un des rares qui a plus de 180 degrés. Oui, ça c'est important parce que la majorité des dômes qui existent sont 180 degrés. Ça signifie parce qu'il y a beaucoup de planétariums qui sont adaptés avec des nouveaux systèmes digitaux pour projeter des images panoramiques ou domiques, full dome on appelle ça. Mais la majorité, ça commence dans une hauteur de 1,40 m. Mais ça ne crée pas vraiment un sentiment d'immersion, parce qu'on parle toujours d'immersion, on connaît d'autres technologies aussi, mais avec celle-là de la SAT, Société Art Technologique, on peut arriver à 210 degrés juste au sol, qui est dans notre version, ou plus max 230 quand on veut. Mais ça, déjà fait le travail très, très difficile, 230, juste pour la production. Mais, donc pour retenir sur le projet, oui. Au début, en fait, c'était une commande, c'était une invitation qu'on a eue. Puis, en tout cas, en ce qui me concerne, je me disais, pourquoi proposer une performance, une chorégraphie, une performance physique en compétition avec autant de splendeur et d'attraction qui est de regarder les images et les sons. Je trouvais que ça n'avait aucun sens. J'étais très, très sceptique. Et petit à petit, on a développé un concept parce qu'en même temps, quand l'impossible m'attire, donc petit à petit, on a développé un concept qu'on imaginait qui pourrait créer une certaine tension, qui pourrait être intéressant. C'était l'idée de travailler avec le macro et le micro, et donc de travailler au niveau de la performance et de la chorégraphie dans quelque chose de très fin, très petit, et d'alterner entre des moments grandioses que l'image et le son apportent, et à certains moments ramener le spectateur à quelque chose de très, très intime où il se passe peu de choses, et en même temps au niveau de l'image aussi, de ne pas y aller dans un bombardement, mais de jouer aussi sur les durées. Donc, c'était un peu la ligne sur laquelle on est parti au départ. Mais qu'est-ce que c'est important? On voulait aussi, parce qu'on a dit au début multisensoriel, donc on a invité aussi une cuisinière pour faire des bouches de dégustation. Donc, durant le spectacle, il y a 12 extras, mais on va revenir avec ça bientôt. Mais il a servi des figurants, des extras, c'est oui, des figurants, mais c'était des performeurs qui a amené aussi des bouches pour augmenter des bouchées pour augmenter une autre pour activer les autres sens, pas juste les sons, les yeux et l'écoute. Dans ça, on voit un peu l'espace, et ça, c'est déjà avec une projection qui comme un espace carré. Donc, il y a 125 spectateurs sont installés sur les larges coussins, et la performance dure environ 90 minutes. Les spectateurs font face à la scène et peuvent aussi s'allonger et regarder au-dessus et tout autour d'eux. En plus des deux performeuses principales, la pièce inclut la participation de 12
figurants additionnels. Ces figurants accomplissent des actions performatives ciblées en relation avec les spectateurs. Et leur distribue des hors-d'œuvre spécialement créés en fonction des atmosphères de chacun des tableaux de la pièce. Alors, au début, on avait pensé, parce qu'on était justement après passage et recombinant, on était dans la fragmentation de l'espace, on avait envie de continuer de travailler dans cette direction-là. Et puis, c'était un vrai casse-tête. Finalement, après avoir essayé toutes sortes de choses, on est revenu à l'idée de créer un tout petit proscénium au centre et que les spectateurs, parce que l'idée de départ, c'est qu'on voulait qu'ils puissent avoir une vue, voir en même temps la performance et les images et ne pas avoir à tourner la tête dans des directions différentes. Mais en même temps, en faisant ça, on avait encore la séparation entre scène et salle. Et d'une part, pour briser cette séparation, pour encore lier les spectateurs à la scène, on a amené ces figurants et aussi, évidemment, pour distribuer les bouchées. Bon, le titre intérieur rappelle l'architecture du dôme, mais aussi l'univers mental d'une femme au bord de la psychose. Et donc, nous, on a travaillé avec des émotions intenses qui sont mises en scène pour exploiter les potentiels dramatiques et empathiques qui offrent un environnement dômique immersif. Donc, dans un environnement full dôme, la sensation d'immersion s'évite comme une expérience physique, sensitive et émotionnelle, par laquelle les participants éprouvent une vive illusion d'intégration à l'image et au son. Nos recherches se sont portés sur les différents phénomènes perceptifs stimulés par les environnements immersifs. Et donc, la production de cette pièce, ça a duré quand même 1 an et demi. Et donc, on a travaillé avec on a essayé de travailler avec la vision, mais aussi, c'était très différent pour changer le point de focal, parce qu'il n'existe plus dans une situation comme ça. Il n'y a plus de point focal, c'est tout dômique. Hein. Et vous travaillez déjà toute la création s'est faite à l'intérieur du dôme? Malheureusement, non. Vous ne pouviez jamais tester Non, nous, il a une petite dôme de 6 mètres pour faire des essayages. Il était assez bon pour créer l'immersion. Donc, on avait plusieurs résidences avec 7, parce que nous, on a fait l'inauguration de cette dôme. Ça signifie que la réalité, c'était notre première. On a eu prévu 3 semaines de travailler dans cette dôme pour finaliser la pièce, mais malheureusement, les bâtiments ne sont jamais prêts comme ils sont supposément. Donc, la journée de la première, c'est la première fois qu'il a vu la pièce. On n'avait même pas la générale, c'était tout. On a tombé, c'était un peu difficile après 2 ans de travail. Pour arriver pendant la première, elle avait des choses qui n'ont pas marché parce que c'était même pas un général, c'était une répète, on peut dire, mais c'était la première et tout Montréal était là, c'est sûr. Mais c'était quand même, on a réussi quelque chose, mais c'est sûr, avec la durée de quelques parties, ça n'a pas marché. C'était un peu, mais on n'avait pas de choix, on a travaillé parce que le jour avant, il a fait les câblages, parce qu'il y a comme, je ne sais pas combien, 1000 mètres de câblage qui sont partout. On a été chanceux que tout le câblé fonctionne, parce que normalement, ça ne marche pas toujours. Et on était très chanceux que tout marchait la journée d'ouverture. 2 jours avant, on avait encore la pluie qui est rentrée dans la salle, juste avant dans le dôme. Donc, c'était quand même un... Je ne sais pas comment moi j'aurais eu une crise cardiaque. On avait plusieurs... On avait des mini-crises cardiaques aussi. Donc, le concept global de l'œuvre, c'était comme le dôme, c'est comme un organe gigantesque, une loupe grossissante et le cerveau d'une femme psychotique. Hein. Je veux juste dire, comme vous avez vu dans les autres pièces avant, notre travail était toujours très conceptuel. C'était la première fois qu'on s'est dit, puis c'était un peu l'idée de Martin, il m'est arrivé au début, puis il a dit « Ah, j'ai envie de faire des trucs gore dans le dôme, là, du sang qui tombe. » Parce que c'est tellement
c'est Police, ouais, c'est ouais. tellement trop que allons-y dans le trop. Donc, on est parti de l'idée que le personnage principal, c'était moi qui jouais le personnage principal, c'était quelqu'un qui était en situation de psychose. Et le dôme, c'est un peu comme son cerveau, en fait. Donc... Et on a utilisé beaucoup la voix aussi, la voix qui est toujours présente dans la performance et la voix qui s'est reflétée toujours dans les différents dômes. Donc, et toutes les scènes, c'était des sons rendus. Maintenant, on n'a pas dans le temps réel avec cette machine, mais nous sommes en train, nous sommes dans un projet de recherche avec la SAD pour développer les possibilités pour être en temps réel. Mais ça, c'était tout enligné et ça, c'était un peu dur pour nous. Après 10 ans, tout interactif, non linéaire, tout à coup, on arrive dans une situation, il y a une start et une fin. Donc, ça c'était un peu... Puis on ne peut même pas intervenir. On ne peut même pas arrêter ou intervenir, ça marche. Les boutons commencent et c'est fini. C'est moi qui pédale. La seule possibilité, c'était toujours les sons plus faciles. Les sons étaient quand même interactifs. Et Alexandre Sandange, qui fait toujours avec nous, travaille sur le son. Lui, là, il avait la possibilité pour interagir un peu, pour faire des ajustements, mais avec l'image, il n'avait aucune possibilité. Donc, je vais montrer quelques images. 3D. Oui, ça c'est moi avec que deux, de la 3D, mais pas moi seul, j'ai avec deux opérateurs. J'ai conçu les images 3D, mais je n'ai pas fait parce que il y a des personnes qui sont beaucoup plus vite. Qui ont fait, moi j'étais à côté, dit, fais ça, mais moi, les opérateurs, les jeunes, ils sont 15 fois plus vite que moi. Ça te manquait parce que tu aimes faire des images 3D. Oui, moi j'ai déjà enseigné ça, mais c'est maintenant... Je suis dépassé par les jeunes, ils sont 10 fois plus vite. Pourquoi j'ai fait le travail à côté qu'on peut travailler en collaboration avec d'autres personnes qui sont plus vite. Et ça, c'était fait. Il n'y avait pas de vidéo, c'était que de la 3D? Juste 3D. Et ça durait combien? 90 minutes. Et ça, il faut combien de temps pour faire le rendu de tous ces images? Je ne me souviens plus, mais la finale, c'était sur 12 ordinateurs, 4 mois sans arrêt. 4 mois de calcul sur 12 Oui, ordinateurs. oui. Mais on avait des problèmes parce qu'on a travaillé avec Blender, mais on avait travaillé sur le PC et Linux. Mais tout à coup, le particle system de Blender dans le PC, le Linux, ça ne matche pas. Quand on est arrivé, OK, on va devoir recalculer tout parce qu'on peut juste travailler dans une scène. C'est comme une production de film, mais on n'a pas d'équipe de film. Parce qu'on était... Et pas les budgets, on ne parle pas des budgets. Donc, Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, faites la vidéo un peu. Ouais. Ça, c'est comme la rentrée au début. Ah, ça, c'est plus vite. Ah, c'est trop vite. Très vite. Ça, c'est des scènes qui font un déséquilibre. Hein. Il avait une scène, il avait la vidéo, j'oubliais. Juste avant ça, il avait une scène comme qui sont des mains qui touchaient, qui venaient plus proches dans les personnes. Ça, c'était fait avec du vrai vidéo dans After Effects. On peut passer par Non, passer de ça. Ouais. Les forêts aussi une forêt 3D. Mais ils sont des plains. Et ça, c'est le système particule.
Donc ça c'est, on peut dire, cette pièce est une des premières, ou peut-être la seule pièce danse performance qui était faite dans une dôme. Et pour nous c'était important d'essayer que le public vienne partie intégrale de cet environnement, avec aussi, pour aussi amener les spectateurs au-delà des frontières habituelles du théâtre. Et ouvre un peu, ou chercher les portes futures pour un théâtre, créer un langage artistique dans des environnements comme tels. Parce qu'on peut, qu'est-ce que c'est ça maintenant, dans les prochaines années à venir, il va y avoir environ 250 dômes construits dans tout le monde. Ils sont déjà planifiés, sont des statistiques qu'on connaît parce que les grandes compagnies qui travaillent dessus, il existe déjà plus que 150 et tous les planétariums, ils commencent aussi à adapter et injecter des systèmes digitaux dedans. Et donc ça c'est quand même, nous on croit que ça va être quand même un nouveau médium un peu. Un nouveau type de théâtre qui arrive. Oui, théâtre, mais c'est aussi un peu film, mais aussi pour la performance. Mais je trouve, après c'est juste mon interprétation, mais dans déjà les autres pièces que vous avez fait avant, il y a quelque chose en fait du cabaret, entre les corsets, le cabaret mélangé avec du cyborg, quelque chose de numérique, quoi. Plus que la pièce de théâtre, il y a quelque chose avec des personnages qui sont un peu torturés, des corps torturés, entre aussi le freak show. Le freak show. Et je sais pas si c'est une question qui vous intéresse, quoi, parce que vous parliez donc avec les membres, avec les extensions, donc quelque chose entre cyborg, et là même dans celui-ci, quoi, ça me faisait plus penser à quelque chose des nouveaux cabarets numériques où il y a aussi une interaction avec les gens et puis une position même par rapport à vous en tant que performeur. Oui, mais une chose que je pense, mais peut-être c'est plus toi qui peux répondre, mais parce que par exemple quand on voit des personnes avec les béquilles et des travails comme ça, parce que la danse contemporaine, mais la danse générale, il y a beaucoup, on monte des corps beaux. Mais c'est quoi la beauté? Je ne veux pas rentrer dans une discussion philosophique maintenant, mais cette image qui est projetée toujours avec ça, parce que Marie-Claude, elle s'oppose un peu de ça. Parce que, par exemple, les chorégraphies avec les béquilles, c'était une chorégraphie très, très, très compliquée, très difficile pour faire pour la performeuse, parce qu'elle travaillait avec le poids et tout ça, elle était juste capable de faire ça pour 4-5 minutes, après elle était épuisée, elle ne pouvait plus bouger, mais elle voulait toujours montrer un corps, pas toujours le corps qui est en santé, parce qu'on n'a pas juste ça, on a aussi d'autres choses. Et donc, l'idée, c'était pour développer déjà longtemps, tous les chemins, développer un langage chorégraphique qui montre un corps qui n'est pas le corps parfait qui les médias ou qui sont toujours projetés à nous. Donc, c'est un peu cette idée, je crois. On est un petit peu aussi dans les gens qui travaillent avec les artistes qui travaillent avec les médias aussi et la danse. On ne fait pas l'apologie de la technologie. Il y a un regard critique aussi en même temps, puis on essaie de faire interagir ça avec le corps d'une façon en profondeur. Donc, il y a aussi les aspects plus sombres qui ressortent, effectivement. Il y a d'autres aussi pour ceux qui connaissent, en fait, dans la première pièce que vous nous avez montrée là. Shem. L'idée d'étudier le corps à la fois comme de la technologie comme extension du corps, mais aussi comme limite. C'est aussi une réponse à une polémique philosophique qui avait lieu dans les années 90 avec Baudrillard, Virilio, tous les gens qui disaient que la technologie, c'est ce qui nous éloigne du corps, qui va nous faire perdre, c'est la catastrophe, c'est la fin de tout. Parce qu'il faut se souvenir, les étudiants sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais à l'époque, il y avait vraiment des cyber-détracteurs et d'un côté, des cyber-enthousiastes, ou comme Pierre Lévy qui disait, voilà, c'est un nouveau déluge, rien ne sera plus pareil, et c'est plutôt ça qui est en train de se passer, plutôt que ces textes de Baudrillard et de Virilio, simulacre et simulation, etc., sont un peu dépassés à ce point de vue-là. Et la pièce, elle se portait aussi comme une réflexion sur les thématiques de cette polémique philosophique de l'époque. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait une carrière en danse contemporaine pendant presque 20 ans, et à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec la technologie, je n'étais plus danseuse.
Hein? C'était comme si j'avais Technologue. renié mes origines. Pourtant, pour moi, c'était repousser les frontières de la danse en intégrant... Pour les autres. Ah, pour les autres, t'étais plus Oui, 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 exactement. pour les Et j'ai pairs, été c'est quoi les complètement... pièces, là? je faisais plus partie Oui. du milieu de la danse. Et c'est pour ça que j'ai développé une autre identité d'artiste interdisciplinaire. Mais ça m'a toujours pesé un peu parce que mon amour premier, c'est le corps et le mouvement. Et pour moi, c'est en lien avec ça que j'ai intégré les technologies. Et donc, c'est un ajout, c'est pas un... J'ai rien renié. Mais, et là, la danse commence, le monde de la danse commence un tout petit peu à s'ouvrir parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ça a été... Que maintenant. Et encore, que maintenant. Ouais, ça fait pas moi, longtemps. pendant 10 ans, j'ai eu un laboratoire de danse et de nouvelle technologie à Paris 8 et il n'a pas cessé de se réduire. Partout dans le monde, c'est en expansion et en France, ça se réduit parce que le corps et la technologie, ils n'ont rien à voir dans l'esprit des universitaires ici. C'est vrai, c'est très étonnant. Mais les arts et la technologie, c'est aussi pas si évident non plus, hein? Parce que j'avais l'impression que, en l'occurrence, de plus en plus, ça commençait vraiment à fusionner, quoi. Les arts numériques, maintenant, plus personne n'a peur d'en parler, puis on en voit quand même de plus en plus. Ouais, il y a Mais encore c'est un les- chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Puis c'est quand même juste les... Parce que nous, ça fait 15 ans. Et donc, je pense que depuis 4 ou 5 ans, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Mais avant ça, c'était encore... Donc, on arrive pour la dernière pièce. On est presque fini. Dans InCode, vous avez lu, c'est une pièce sur les pratiques somatiques fondée sur la relation corps-esprit comme fil conducteur pour la chorégraphie et la visualisation numérique. Là, on a travaillé avec les génératifs et on a vu faire une pièce un peu moins lourde, qui était parce que C'est pour ça que vous avez construit un théâtre. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, Mais finalement, ça, on c'est n'est pas un théâtre. capable. Mais c'est un théâtre presque commun, non? La seule chose qui est différente, qui est très important, les sièges des personnes, ça commence à 1,80 m et la prochaine rangée, c'est 1,50 m plus haut. Ça signifie qu'il a juste 3 rangées et on vous regarde dans une théâtre Comme vous êtes anatomique. maintenant. Ouais. Donc, il manque toujours 2 rangées. Et donc, ça signifie qu'à la fin, la dernière personne était assise juste en dessous de la... Vous voyez là, La tête touche presque le plafond. En fait. oui, en arrière, on va voir. Donc, ça, c'est comme... Et au milieu, c'est la scène, c'est une projection de top. Je vais juste dire quelque chose par rapport aux techniques somatiques. Donc, pour cette pièce-là, on a travaillé, on a fait une recherche assez poussée avec la technique de mouvement Alexander et avec une autre technique de mouvement qui s'appelle Body Mind Centering. Et l'idée, c'était c'est venu un peu de vouloir mélanger cette fois-ci avec une visualisation générative qui est très, très, très organique. Vous allez voir tout à l'heure les projections. Moi, je voulais faire une recherche performative qui était le plus organique possible. Donc, essayer de définir une sorte de code de comportement performatif basé sur des qualités corporelles très internes. Donc, je me suis servi de ces techniques-là pour arriver à ça. Ça, déjà. Activant une partie plus ancienne du cerveau, les performeuses explorent des états de pré-mouvement, de pré-pensée et de pré-parole. Dans InCode, des êtres humains sont occultés par des êtres non organiques. La vie naturelle cède à la vie artificielle. Ces organismes virtuels sont créés à partir du pur matériau de présentation de l'information numérique, le pixel, la plus petite unité constituante d'une image numérique. C'est une vidéo un peu laissée, un peu. Ouais. Le temps s'écoule pendant que les données circulent. Habitudes et patterns
hante cette cartographie algorithmique et organique. Bruit et parasites se manifestent et la présence vulnérable et poreuse est exposée. Deux projections Ce sont 2 projections. avec soft edge. Pas de soft edge, juste. Ah, juste là. Mais ça, c'est avec le triple head, une image. En temps réel et sous les yeux des spectateurs, chaque pixel se transforme en agent et se comporte selon un code bien précis. Individuellement ou par ordre, ces agents intelligents varient leur intensité de lumière et passent du blanc au noir par toutes les nuances de gris. Ils suivent leur trajectoire de manière obstinée en variant leur vitesse et leur nombre selon des facteurs irréguliers. Ils s'éloignent, s'agglutinent et réagissent les uns par rapport aux autres de manière obscure et inattendue. En adoptant un comportement quasi-organique, ces pixels agents dessinent des paysages aussi vrais que nature et leurs traces sont à même d'évoquer la cosmogonie de l'univers. ENCODE incite le spectateur à auto-observer sa façon de regarder le spectacle. Exposé à des durées soutenues et des stimulations sensorielles surprenantes, il est amené à réfléchir au lieu de simplement voir. S'abandonnant à l'expérience, ses sensations deviennent des pensées, l'acte de percevoir un acte d'intelligence et le processus de voir un acte créatif. Qu'est-ce que c'est important à comprendre maintenant? Maintenant, ça, c'est une vidéo, hein, et c'est coupé. Coupé, oui, c'est... Raccourci? Raccourci un peu, mais les mouvements des pixels, on n'a pas vu durant le spectacle. C'est vraiment très lent. On voit, et aussi, eux, ils bougent très peu. Jusqu'à la fin, ils commencent à bouger plus. Quand presque tout est noir, on voit presque rien. Mais qu'est-ce que ça se passe? Parce que c'est une pièce qui ça durait 80 minutes, quelque chose comme ça. 70? Non, une heure. Mais c'est très lent. Et on voit très lentement juste les dessins des images. Parce qu'on voulait vraiment maintenant travailler sur la durée et l'état des personnes. Et le son, il arrive juste dans la deuxième partie où on a la projection. La projection commence et le son, c'est justement des field recording, une autre fois, de l'extérieur. Et ça circule et ça vient juste lentement dans l'espace. Juste à la fin, on a vraiment une bande sonore. On ne sait vraiment pas qu'est-ce que ça se passe. Ça, c'est un peu, on essaie vraiment de créer quelque chose qui est dans une longue durée, tu regardes, mais la prochaine fois, tu regardes, c'est changé. Ça, c'est un peu l'esprit de cette pièce. Donc, ça, c'est les codes qui représentent... Ça, c'est un code imaginaire. Hein? Les codes qui représentent une série d'instructions sont souvent appelés algorithmes, procédures ou programmes. Les codes sont utilisés à des fins différentes, soit la transmission, la clarification ou l'obscurcissement. Il existe plusieurs types de codes, génétiques, morses, culturels, législatifs, etc. Afin d'illustrer l'analogie entre les instructions suivies par les danseurs et celles suivies par les agents numériques, nous avons conçu un code imaginaire et utopique. Énigmatique et poétique, le texte-code qui en résulte cherche à refléter en symbole ce que la performance incarne en chair et en lumière, un encodage hybride entre l'humain et la machine. C'est une partie de code qui faisait cette génération, mais on a injecté des mots, les consignes pour les danseurs un peu, pour refléter cette idée. Processing, oui. Ouais. Donc, est-ce qu'on fait le dernier? On n'a pas besoin. On va comme ça. Oh, Ouais. Merci à vous. Donc, quand... Monter un peu la lumière, s'il y a des questions. 1h26. Pardon, désolé. Juste pour qu'on s'en va dans le Schwarz. Je laisse là encore les questions. Donc, quand il y a des questions, on est là encore. Mais on avait des discussions déjà durant le... Oui, mais moi j'en ai plein. Hein. Attention. Ah bon? Je ne veux pas commencer, peut-être que je ne veux pas boiter tout ça. On est plein.
authenticité, perplexité, stupeur et tremblement. Moi, j'ai une petite question. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de l'histoire, de manière générale, de la danse, qu'elle soit son histoire ou de la danse contemporaine. Mais donc ici, surtout dans les premiers travaux, vous avez montré, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez sensuel, voire parfois même sexuel. Et je me demande en fait, est-ce que vous avez un rapport particulier avec cette espèce de sensualité et l'espace? Parce que ce sont souvent des espaces, entre des espaces réels et irréels, c'est entre les choses un peu 3D et puis des espaces qui existent véritablement, qui vous retranscrivent. Et je sais pas, moi j'avais l'impression de voir parfois un peu les choses de l'ordre du fantasme, du corps, des espèces de trucs qui se frottent, ce sont des gestes très longs, très beaux, et j'arrive pas encore à savoir si ça fait partie de l'histoire, comme je l'ai vu au début de la danse, est-ce que c'est un truc qui parle de sexe, ou est-ce que c'est volonté-vous, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Surtout du coup, vous, chorégraphe, hein, j'imagine aussi. Est-ce que je peux vite? Ben, Allez-y, toi. Oui, ben, c'est qu'on travaille beaucoup sur les sens, en fait. Mais pas sur, le pas sur la sexualité proprement dite de façon explicite ou consciente, là. Je dirais, on n'a jamais pris ça comme thème. Mais en travaillant, c'est sûr qu'on travaille sur les sens, donc la sensualité plutôt. Ouais, la Ouais. sensualité. Ouais. Ouais. Oui, mais moi, je juste veux dire, c'est quand même une interprétation que tu as faite, une interprétation très personnelle, et on sait, ça vient nous des interprétations de chaque personne, il interprète les choses, qu'est-ce qu'il voit avec son propre bagage. Mais moi, honnêtement, c'est la première fois qu'on a entendu ça. Mais c'est bien, mais c'est juste, je veux le dire, parce que avec cette question de sexualité, parce que moi, j'ai pas vu ça pour l'instant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a quelque chose quand même de très juste, pas particulièrement par rapport au thème et au travail conscient, mais s'il y a dans certaines théories, notamment celle de Michel Bernard, sur la spécificité de l'organisation sensorielle de la corporité dansante, il y a quelque chose où la danse et le sexe sont unis par au moins un point, qui est ce que Michel Bernard appelle un jeu auto-affectif et réflexif de la sensation sur elle-même. C'est-à-dire que pendant la sexualité, non, ça fait un peu philosophique, mais en gros, tu vois, dans la corporité théâtrale, un geste est tout le temps hétéro-référé, c'est-à-dire est référé à quelque chose qui lui est externe, c'est-à-dire du texte. Tu dis à quelqu'un quelque chose et parce que l'auteur te l'a dit et ton corps doit être en adéquation à ça, et que ton corps ne peut pas faire l'opposé de ça. Tu ne peux pas te dire je t'aime en te donnant en te cassant le nez, parce que ça ne marche pas. Ou alors, on te dit peut-être, pourquoi? Parce que peut-être que je te déteste, parce que tu m'as jamais laissé te le dire, et du coup je te donne un coup de poing d'amour, et après tu saignes et je te prends dans mes bras. Mais tu vois, mais c'est toujours hétéro-référé. C'est-à-dire que ça, je ne peux pas l'improviser. Au théâtre, la corporité, elle est toujours fille d'une relation externe au corps. C'est un agent externe qui la détermine de l'extérieur. En danse, même quand il y a une chorégraphie écrite, on est passé par des stades dans lesquels le mouvement est lui-même inspirateur de soi-même. C'est-à-dire, la sensation, elle est référée à elle-même. C'est ça, un jeu auto-affectif qui t'affecte toi-même, que tu produis et qui t'affecte, auto-affectif et réflexif, donc qui se réfléchit sur toi-même. Et donc, la sexualité et la danse, la corporalité dansante, ont en commun quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire d'un jeu auto-affectif dans lequel c'est pas parce qu'il y a, tu fais pas du sexe parce qu'il y a un texte, tu fais pas avec le Kama Sutra à côté. Sinon, c'est du théâtre, tu vois, ou du sport. Ça peut être les deux. Oui. Merci. Merci. Et du coup, on va parler de tout ça, on va parler un peu d'argent, mais les subventions, vous les trouvez comment? C'est pour les étudiants, pour savoir faire un certain nombre d'art, ça coûte quand même assez cher, du coup. Et donc, il y a appel à projet, il y a dossier, ça se passe comment? Ah, le financement? Ouais. Oui. Bon, on peut dire 40% environ, c'est l'argent qu'on recevoir durant l'année pour des spectacles. Et 60% vient de financement public. D'accord.
financement public. Nous, ça fait pas longtemps, on est pas maintenant ça fait 4 ans, 5e an qu'on appelle ça en Canada sur fonctionnement. Ça signifie on est soutenu par les provinces du Québec, la ville de Montréal et le Canada, le pays Canada, pour le fonctionnement total. Mais en plus, maintenant aussi, on est comme un peu artistic researchers, chercheurs artistiques à l'Université de Vienne. Donc, on profite d'une certaine soutien là-bas aussi. Et toujours avec un certain aspect de pas payé très bon, mais quand même, on arrive à faire des choses. Oui, c'est ça. Oui. Au début, c'était toujours appel à projet. Les premières années, jusqu'au 2000... ça fait 4-5 ans, maintenant on est 2014. Jusqu'à 2010, c'était toujours appel à projet. Pas appel à projet, mais plutôt par projet. Par projet. Ouais. Mais c'était des appels à projet. Des subventions par projet. Ouais. D'autres questions, non? On finit, non? Je ne sais pas si Armando veut dire quelque chose. Non, je pense pas. Moi, j'ai plus une observation. Non, rapidement. Parce que, en fait, depuis le début, une des choses qui lie l'ensemble qui me semble maintenant lier l'ensemble de production, c'est une réflexion aussi sur le numérique en tant que tel. Oui. Que ça soit le pixel, que ça soit le théâtre comme dans le Dôme, que ça soit la technologie en tant qu'extension du corps, la relation le continuum que vous semblez impliquer dans le numérique et analogique comme ça, plutôt que opposition, justement en opposition à cette polémique philosophique, semble toujours être un focus. Vous en avez pas marre, c'est-à-dire que vous voulez pas parler d'autre chose, mais je veux dire, vous voulez pas. Je crois que cette attention, parce que c'est comme si Morandi en peinture avait peint que des pinceaux, tu vois, ou alors Saul Steinberg qui dessine souvent les outils de la. C'est vrai qu'il y a des artistes qui s'intéressent aux outils avec lesquels ils travaillent. Ouais. Mais vous n'avez pas envie d'autre chose aussi, c'est-à-dire je sais pas, parce que ça, c'est la première fois que je me rends compte combien c'est une constante. Par exemple, dans la pièce, j'arrive jamais à me souvenir du titre, dans le container, Entre deux, l'image surgit dans l'ombre. C'est-à-dire, c'est l'ombre du spectateur qui, dans l'espace de l'ombre du spectateur, que l'image surgit. Il y a toujours ce jeu de réflexif, une réflexion sur la technologie, sur la projection, sur le pixel, sur le génératif. Qu'est-ce qui vous drive autant sur les outils? Nous sommes très autocannibalistes. Autocannibalistes. Non, mais regarde, je ne sais pas. Tu me demandes, moi je crois, avec nos travail, il déclenche d'autres sujets qui sont dedans, mais ça c'est plus pour les spectateurs. Mais pour l'aspect médiatique, c'est sûr que je peux dire que ça reste toujours une réflexion sur les technologies et les matériels que je travaille, parce que je pense que c'est un peu le sujet de contemporain. C'est sûr que ça l'a beaucoup été, je crois que ça l'a plus été avant. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je me souviens dans les années 90, début des années 2000, il y avait encore presque une position à défendre de légitimité de cet art-là, ou alors de non, mais moi je parle pas, moi je parle plus... pas comme ça, non, je sais, je suis pas en train de dire ça, mais on a vu beaucoup d'art numérique qui avait une position de défense et illustration, tu vois, comme de défense et illustration de la possibilité de cet art. Non, parce que moi, en 2009, je me suis fait dire par un grand plasticien dont je ne dirai pas le nom, mais Armando, entre nous, l'art numérique, ça n'existe pas. Oui. On a entendu ça beaucoup. Moi, je lui ai dit, écoute, je te prête une 50aine de livres, on en reparlera. Parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Tu vois. Non, mais regarde, il y a des thèmes, il y a d'autres thèmes. Le temps, c'est beaucoup un temps. La perception, c'est une des temps qui c'est toujours récurrente. Mais c'est sûr, toujours un niveau comme ça. Moi, je ne suis pas capable d'apprendre quelque chose et je ne me demande pas qu'est-ce que c'est ça.
Parce que quand tu fais ça, moi, je pense que tu perds quelque chose de spécial, spécialement avec la technologie. On est obligé pour être capable, comme on a discuté aussi, dans le futur, tout le monde, tous les artistes, peut-être ils vont être programmeurs dans une certaine manière, même maintenant on ne programme plus, on fait des patching, hein, les personnes prennent des choses, mettent ensemble, ils disent qu'ils sont des programmeurs, mais en réalité, c'est plus comme une très bonne recherche sur l'Internet, et on prend parce qu'il commence à avoir des banques de données qui sont très fortes, tu n'as pas besoin, au début on était obligé pour programmer, et moi je ne suis pas un programmeur, je fais un peu de choses, mais je ne me rappelle jamais ça. Moi, je me vois plus comme un artiste visuel qui travaille avec le numérique. Mais les thèmes il y a toujours une interrelation entre la réflexion sur la technologie, mais il y a d'autres thèmes. Il y a des thèmes sur le temps, sur la perception, sur la relation sociale entre les personnes. Ça dépend toujours, je pense, un peu et aussi, il y a des références dans les chorégraphies et dans l'esprit de corps qui ne sont pas nécessairement une réflexion ou justement réflexionner ça. C'est ouais. Vrai que ça ne s'épuise pas sur ces thèmes-là. Oui, spécialement pour nous, c'est très important l'aspect espace et l'installation. Et comment tu peux mettre et comment tu travailles aussi dans une certaine idée de time-based media. On est dans une time-based media, comment vous s'appelle ça en français? Travaille sur la temporalité. Oui, mais le time-based media, il est quand même un mot spécifique pour quelque chose. Time-based, parce qu'on a dit, oui, dans la philosophie numérique, dans le digital, on a time-based media et non time-based media. Je le savais, mais ça ne me vient pas. Le temps ne contrôle pas les faits. Et nous, avec les espaces, c'est par exemple non-time-based. Tu peux dire une sculpture, c'est pas time-based. Mais une installation, une architecture, c'est pas time-based quand c'est pas une architecture intelligente, c'est fixe déjà. Et le time-based media, c'est toujours le temps, le règlement qui organise le matériel. Et nous, on essaie de trouver toujours cette tension sur ces deux opposantes. Donc moi, je crois, nous, on travaille toujours comme ça un peu. Merci. Merci à vous.